Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode 33 de la saison 2 de Dans le Mille. Donc écoutez, la saison 2 achève, une autre saison de compléter. C'était supposé être le dernier épisode ce soir, mais finalement j'ai une petite surprise pour vous à vous annoncer à la fin. Écoutez, ce soir, vous l'avez vu dans le titre, ça va être un épisode chargé. Je vous présente mon top 10 en vue du repêchage LNH 2024. Mon top 10, c'est-à-dire pas un mock draft. Vous allez voir à la fin la petite surprise. Pas un mock draft, donc un top 10 des espoirs que moi j'aime le plus. Je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait mon ranking quand on est rentré là-dedans. Un mix de quel joueur est le plus safe versus qui est-ce qui a le plus haut plafond. Ça mélangé ensemble pour aller trouver un classement. Mais avant tout, je voulais remercier nos deux partenaires. Numéro un, Quick Feet, donc des semelles de performance que vous pouvez mettre dans vos patins. C'est fait en liège, vous en achetez une fois, ça dure pour toute une vie et ça donne vraiment un gros avantage sur la glace. Ça relève vos orteils dans le fond. Donc sur la bande 10, si vous rentrez ce code-là sur leur site, vous avez 10% de rabais. Et puis deuxièmement, nos partenaires en recherche, écoutez, leur guide sur le repêchage est sorti. C'est à peu près 2000 pages d'infos complètes sur tous les prospects qui sont disponibles. Il faut avoir l'abonnement premium pour avoir accès au guide. Mais bonne nouvelle pour vous, j'ai un code pour avoir 30% de rabais pour l'abonnement premium annuel. Donc avec le code DLM30, vous avez 30% de rabais sur un abonnement annuel. Vous allez voir, ça vaut le coup, surtout avec le repêchage qui arrive. Je l'ai dit si vous avez vu l'épisode de la semaine dernière avec David Saint-Louis qui travaille pour Elite Prospect, un analyste pour eux. Vous regardez le repêchage, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas sur le guide, vous pouvez tout le temps cliquer, aller voir. Donc, un énorme outil pour le repêchage. Écoute, avant de rentrer dans le top 10, je voulais juste faire mention spéciale. L'épisode va être publié mardi, mais moi, j'enregistre ça lundi. Donc, en ce moment, c'est le repêchage de la PWHL, LPHF, qui commence et Montréal choisit numéro 5. Donc, j'ai vraiment hâte de voir avec qui est-ce qu'on va finir. Et puis, écoutez, j'aurais aimé ça pouvoir vous parler de notre choix un peu avant de commencer l'épisode, mais vu que j'enregistre pas en direct cette semaine, je peux pas, mais j'ai vraiment hâte de voir avec qui on finit. Est-ce qu'on va finalement avoir un petit peu de support en 5 contre 5? Il y a tellement de belles options. Personnellement, je croise mes doigts, peut-être pas avec le pick numéro 5, mais avec l'autre d'après, si on peut avoir Easy Daniel encore disponible, je pense que c'est un énorme boost en 5 contre 5 cette joueuse-là. Donc écoutez, on a parlé brièvement de la LPHF, mais là, ce soir, l'épisode est vraiment dédié à mon top 10. Donc, je vais vous expliquer comment on marche. Je vais vous présenter mon top 10. On va partir du plus haut, du numéro 1. On va se rendre jusqu'au rang numéro 10. Puis après ça, j'ai une petite surprise pour vous. Donc, restez là. Je vous présente, moi, un joueur un peu caché, donc un steal potentiel du draft que je vais vous présenter. Puis après ça, j'ai deux de mes collaborateurs que j'apprécie beaucoup. Donc, deux podcasts, un créateur de contenu et un podcast que j'écoute beaucoup, qui sont venus pour vous présenter aussi des joueurs que vous connaissiez peut-être peu. Mais bref, pour avoir le temps de faire tout ça en 30 minutes, commençons directement avec le top 10. Donc, je vous le présente. J'ai pas eu le temps d'adapter le format pour que ça rentre mieux dans l'écran. Je m'excuse, c'est un petit peu petit. Mais bon, vous le voyez. Commençons par le numéro 1. Déjà, c'est quoi les critères pour le top 10? Qu'est-ce qui fait pour moi un joueur? C'est sûr qu'il y a le plafond qui est haut, mais il y a des joueurs qui sont placés aussi à cause de à quel point est-ce que c'est un joueur safe. Donc, par exemple, on va en parler quand on va arriver à Dickinson, là, mais c'est juste que son plancher, moi, je le vois comme étant tellement haut que j'aurais de la misère à pas le mettre dans mon top 10, tellement c'est un pick qui a quand même un plafond élevé, mais qui en plus son plancher est bas. Donc tu sais, dans ce classement-là, la safety, je sais pas comment le dire, la sécurité d'un choix, donc à quel point est-ce que tu es garanti de rentrer dans ton argent, là, si on peut dire ça comme ça a quand même un impact là-dessus. Ben, numéro 1, vous l'avez vu, McLean Celebrini. Écoutez, il y a tellement d'analyses que vous pouvez écouter sur lui. C'est le prospect, je pense, sur qui on a le plus entendu parler. Peut-être pas en fin de saison parce que la NCAA, ça fait quand même un petit bout que c'est fini. Mais pour une brève description, McLean Celebrini, c'est juste que c'est un joueur qui attaque de partout dans la glace. Il peut partir de sa propre zone et créer quelque chose. Tu sais, en anglais, on dit créer quelque chose out of nothing, mais lui, c'est un magicien. Il crée des choses à partir de rien. Donc, tu penses que c'est pas vraiment une attaque dangereuse, une possession dangereuse, puis il l'amène un peu. C'est vraiment de nulle part. Puis, c'est pas nécessairement lui tout le temps qui finit, mais il y a cette habileté-là. Donc, tu sais, playmaker mélangé avec
finisher. C'est tout le temps un mélange dangereux. Puis son style de jeu ressemble quand même déjà beaucoup à le style de jeu d'un joueur LNH. Donc, si vous l'avez vu en NCAA cette année, il joue contre des joueurs qui sont beaucoup plus vieux. Et puis, il n'a pas l'air d'avoir de retard du tout. Même au contraire, il a l'air d'avoir une avance. C'est déjà un des meilleurs joueurs de la ligue. Donc, un avenir vraiment prometteur. Puis, je vois vraiment pas qui d'autre pourrait être numéro 1. Pour aller au numéro 2, bon, je pense qu'on reste dans des choix qui sont quand même traditionnels, mais quand même, c'est pas pareil sur toutes les listes. Moi, numéro 2, j'ai décidé d'aller avec Ivan Demidov, donc le russe, l'allié russe. Moi, tu sais, je vais vous le dire en avance, là, je suis pas un expert de la MHL. Je sais que le niveau de jeu est plus bas, mais ça fait pas assez longtemps que je regarde des matchs et des clips de cette ligue-là pour vous dire, moi, je projette tel joueur d'arriver à tel moment. Mais à la fin de la journée, Demidov, c'est la vision, les meilleures mains du repêchage. Puis je trouve qu'on parle, ben, on en parle beaucoup, mais moi, j'adore vraiment son skating des deux côtés de la patinoire. Donc, quand il veut traverser le latéral, c'est vraiment excellent. Il est capable de skater vraiment dans toutes les directions, puis avec une efficacité vraiment incroyable. Il y a vraiment une vision de jeu incroyable. Puis ce joueur-là, ce que j'aime beaucoup, c'est que il y a tellement de trucs qu'il pourrait devenir. Donc, tu sais, vu qu'il joue en MHL, c'est sûr que quand on prend le facteur sécurité que j'expliquais au début, c'est pas celui que tu vas aller prendre le plus haut. Il y a quand même un facteur il joue contre des joueurs moins bons que beaucoup des autres prospects qui sont disponibles dans ce repêchage-là. Donc, c'est un risque à prendre. Mais moi, dans mon classement, je pense que ça va donner le deuxième meilleur joueur du repêchage. Et puis, si j'ai le choix numéro 2, c'est Ivan Demidov que je vais aller chercher. Pas pour dire que dans notre mock draft, ça va être Chicago qui va l'avoir. Ça pourrait être quelque chose d'autre. On sait que Chicago, c'est peut-être pas pour ça qu'ils vont aller. Le choix numéro 3, là, on rentre dans un choix qui est peut-être un petit peu plus controversé. Berkeley Catton. Berkeley Catton, c'est juste que je pense que c'est le type de joueur dont toutes les équipes LNH ont besoin. C'est un joueur où, tu sais, à chaque fois qu'il est sur la glace, on avait fait une analyse sur lui, puis c'est sûr qu'on disait, le coach va jamais stresser quand Berkeley Catton est sur la glace. On sait que 90% du temps, il va tout le temps faire le bon jeu. C'est un joueur moi ce que j'adore, c'est qu'il est extrêmement propre. Il n'y a rien que tu as l'impression que, faut que vraiment qu'il travaille ce petit aspect-là. Oui, il y a des aspects à travailler, surtout en zone défensive, mais ses entrées de zone sont propres, ses passes sont propres, ses tirs sont propres. Je trouve juste que il y a tous les atouts pour devenir un joueur LNH. Je vois pas un monde où Berkeley Catton ne devient pas un joueur LNH. Puis, honnêtement, c'est un autre joueur où je dirais que son plancher est quand même élevé. Dans le sens, je ne vois pas Berkeley Catton devenir un joueur de troisième trio. C'est sûr que c'est pas un boomer boss, là, comme on dit, donc soit quelqu'un qui a une excellente carrière ou bien il rate complètement. Ça pourrait être vraiment quelqu'un au milieu, puis tu sais, ça peut être décevant pour un choix de numéro 3 si c'est là qu'il sort. Là, finalement, je pense pas que c'est là qu'il va sortir en vrai, mais c'est là que je l'ai mis. Ça pourrait être décevant pour un joueur à ce rang-là de devenir juste un centre de deuxième trio, mais bon, Berkeley Catton, je le vois vraiment haut, je le vois vraiment être potentiellement le cœur d'une équipe, sans vouloir être le cœur dans le sens pas comme un McDavid qui met qui peut aller chercher 140 points en une saison, puis t'amener profond en série éliminatoire sans justement avoir nécessairement la meilleure aide. Mais le cœur d'une équipe, dans le sens quelqu'un qui fait tout partir, quelqu'un qui peut jouer sur tes unités spéciales. Berkeley Catton a cette habileté-là aussi d'aller jouer la latéralité, donc sur le côté, quand il est en avantage numérique. Donc, tu sais, c'est quelqu'un que si tu as besoin qu'il joue sur l'aile, il peut jouer sur l'aile. Et puis, si tu as besoin qu'il joue sur ton premier trio en centre, puis sur ton power play sur l'aile, c'est quelqu'un qui a cette habilité-là de faire ça. Donc, un peu un couteau suisse, sûr qu'il y a des petits trucs à travailler. Comme j'ai dit tantôt, en zone défensive, c'est pas encore un jeu parfait. Je pense pas que ça va être quelqu'un qui va gagner le Selkie, mais un petit peu d'amélioration là. Puis c'est un joueur qui est vraiment solide des deux côtés de la glace, mais c'est vraiment dans son playmaking qui va briller le plus. Puis moi, c'est juste que c'est un peu à la Nick Suzuki cette saison sur le powerplay. J'aimerais juste ça qui tire un petit peu plus. T'sais, des fois, on dirait que ces joueurs-là
ont tellement focusé sur leur habilité de faire des jeux pour les autres qu'ils oublient qu'eux aussi, tu sais, Berkeley Catton a un super solide tir, sauf que si tu l'utilises pas, les autres équipes, ça rend ça un petit peu plus facile à défendre. Là. Bref, si vous avez écouté l'analyse, c'est vraiment toutes des choses qui ont été dites là-dedans, mais Berkeley Catton, c'est un joueur que j'adore. Le mot que je le décrirais, c'est vraiment propre, relax. Numéro 4, on a Artem Levshunov. Arton Leshunov, c'est un joueur qui met énormément de pression sur l'autre équipe, qui va faire vraiment en sorte que les attaquants de l'autre équipe vont rater leur jeu parce qu'ils mettent de l'excellente pression sans que ça soit trop risqué. Moi, ce que j'aime beaucoup de Leshunov, c'est vraiment le potentiel qu'il a des deux côtés de la glace. Je pense que c'est quelqu'un qui va être extrêmement solide défensif, mais qui, en plus, a déjà montré du beau IQ pour amener beaucoup de support en attaque aussi. Puis, tu sais, juste comme ça, je le dis, en offense, là, juste un joueur qui peut mettre de la pression, puis couper les jeux dans la zone neutre, puis les relancer rapidement, ça ajoute un gros aspect de contre-attaque à ton équipe. Il y a vraiment un skating qui est formidable. Pour sa taille, ça lui permet vraiment de s'avancer sans avoir à mettre son équipe dans le pétrin, puis ça le permet d'être vraiment un des joueurs les plus utiles des deux côtés de la glace. J'aime beaucoup comment il utilise son énergie, donc tu sais, souvent on a des joueurs qui ont beaucoup de talent, mais quand même, souvent, on a des joueurs qui ont beaucoup de talent, mais qui vont aller gaspiller leur énergie en mettant des efforts sur les mauvais plays. Tu sais, c'est quand même un gros aspect du IQ. Quand est-ce que tu restes un petit peu plus tranquille, puis quand est-ce que tu vas vraiment faire tes bursts d'énergie, comme on dit. Là. Mais si tu choisis mal, puis tu fais tout le temps des bursts d'énergie, tu vas être un joueur qui a un moins bon stamina, donc qui se fatigue plus rapidement. Puis Levshunov, c'est vraiment pas ça. Il choisit vraiment bien où mettre son énergie. Puis comme j'ai dit au début, c'est le potentiel two-way. Puis c'est que Levshunov, je pense que dans les prospects défensif disponible, c'est celui qui est le plus complet, c'est celui qui ressemble le plus à ce qui va être éventuellement. C'est vraiment difficile à classer cette année. Puis écoute, je profite de cette opportunité-là. J'en ai parlé déjà à l'autre podcast d'avant, mais vous allez remarquer dans le top 10, si vous n'avez pas remarqué, je vous laisse remarquer en ce moment, que Silayev n'est pas dedans. Pourquoi est-ce que Silayev n'est pas dedans et que Levshunov est là? Ce que j'ai expliqué dans l'autre podcast, c'est moi, j'aime vraiment le potentiel two-way de Levshunov. Puis pour moi, qui n'est pas un scout professionnel ou un scout professionnel ou whatever, je trouve quand même qu'il y a une grosse importance qui est dans le IQ, être capable d'amener des jeux des deux côtés de la patinoire. Puis Levshunov a ça. Puis pour le moment, Silayev ne l'a pas. Après, Silayev joue ailleurs. Fait que c'est plus difficile pour moi de voir ses matchs. Donc, t'sais, à prendre en compte aussi, là, je vous le dis honnêtement, j'ai beaucoup plus de visionnement de Levshunov que Silayev. Au rang numéro 5, ça a été vraiment difficile pour moi à placer ces deux-là. Est-ce que je mets Caden Lindstrom en haut ou est-ce que je mets Zane Parek en haut? Pourquoi est-ce que finalement j'ai décidé de mettre Zane Parek 5e? C'est encore une fois, on parle de potentiel versus risque. Moi, je pense que Zane Parek, c'est un pick qui est plus risqué que Caden Lindstrom, mais que le potentiel est tellement haut que je me suis dû de le mettre là. J'adore le skating de Caden Lindstrom. Je trouve que c'est vraiment un type de joueur qui pourrait transformer vraiment la défense et l'offense d'une équipe. La défense, écoute, c'est juste que, dépendamment de si vous avez cette mentalité-là ou non, l'offense, ça peut être la meilleure forme de défense. Donc, il transforme la défense comme ça, mais c'est vraiment au niveau offensif qu'il va avoir un apport incroyable, même si je pense que son jeu défensif c'est exagéré. Là, quand les gens disent qu'il est dégueulasse et qu'il n'est pas capable, je pense pas. Là, je pense qu'il y a quand même un jeu défensif excellent. Mais c'est un joueur aussi qui vraiment, ça va être une star s'il rentre dans son potentiel. Il a été capable de vraiment montrer ce qu'il peut faire dans les grands moments. Un joueur qui est vraiment capable de mettre l'équipe sur son dos quand on en a besoin. Puis avoir un Zane Parek sur ton powerplay, ça transforme complètement ton powerplay, à mon avis. Là, ça devient beaucoup plus dangereux. Donc il va amener beaucoup de danger à la ligne bleue pour l'équipe qui va aller le prendre. C'est sûr que Zane Parek, c'est pas... Tu sais, le Levshunov, je disais, il ressemble quand même pas mal à un produit fini. Ah ben, il ressemble...
loin de là encore, là, mais il ressemble quand même au style de jeu qu'il va jouer plus tard. Zenpire qui ressemble encore au style de jeu qu'il va jouer plus tard, mais il y a encore des petits problèmes de prise de décision. On parlait un peu d'efforts en zone défensive par moment. Donc c'est sûr que c'est pas encore le produit final, mais il y a tous les atouts pour réussir. Puis je pense que la prise de décision à 18 ans, c'est normal que ça soit un problème. Puis je pense que ça peut vraiment se régler parce qu'il y a tout le talent pour le faire. Un des meilleurs passeurs de tout le repêchage. Puis comme j'ai dit, vraiment quelqu'un qui transforme la défense d'une équipe dans laquelle il est. Puis, en tout cas, j'aime bien quand même les améliorations qu'il a fait en zone défensive dans l'année, même si c'est pas, je dirais pas que c'est le joueur qui s'est le plus amélioré cette saison. Il a eu une saison incroyable, puis il a continué ça tout au long, puis on le voit un peu plus mature. Puis, tu sais, c'est une grosse raison de pourquoi est-ce que son équipe sont allés en finale de la Coupe Mémorial, puis justement à la Coupe Mémorial. Il y a eu des deux, là. Il y a eu des moments où est-ce qu'on se demandait, hey, est-ce que c'est vraiment la meilleure décision à prendre? Puis il y a d'autres moments où, ben, tu sais, il crée un but, un point, quelque chose à partir de rien, puis garde son équipe dans le match et donc dans le tournoi. Donc, ça fait une bonne transition à l'autre joueur que j'ai mis en dessous, Caden Lindstrom, parce que je disais que les deux, je les avais changés, tu sais, j'étais pas certain. Caden Lindstrom, c'est juste, je pense que c'est un joueur que je vois pas se rendre en LNH juste à cause de comment est-ce qu'il est. Là. Il faudrait un miracle pour pas que ce gars-là se rende en LNH, tu sais, ou bien à moins peut-être des blessures, mais ça, je penserais pas. C'est un gars qui a eu une amélioration vraiment rapide, comme on peut le dire pour beaucoup de gars du repêchage cette année. Son skating est vraiment très bon pour sa taille. Est-ce que ça va être le meilleur patineur de la QV? Non, le plus rapide, non, mais quand même, pour sa taille, il amène du patinage qui est vraiment très, très intéressant. C'est un joueur qui sait vraiment bien comment déranger en zone bleue. Pas vraiment juste ça, là, il y a d'autres choses. Là. C'est pas juste quelqu'un qui va aller se mettre devant le but puis marquer ses buts, mais c'est quand même quelque chose qui sait vraiment, vraiment faire. Puis moi, j'aime beaucoup comment est-ce qu'il est capable de se séparer du joueur qui essaye de le défendre. Donc, tu sais, vraiment se créer de l'espace pour être dangereux. Mélanger avec un positionnement puis un tir incroyable. Fait que non seulement est-ce qu'il est capable de se libérer de la défense, mais il est capable de le faire à des endroits où c'est le plus dangereux possible pour son équipe. Puis écoutez, encore une fois, on parle de sécurité. Caden Lindstrom avec sa taille, avec son skating, avec son tir, c'est pas un joueur que je vois pas se rendre à la LNH. Donc c'est pour ça aussi qu'il est autant haut. Puis je pense aussi que c'est un gars que une équipe va vraiment savoir comment le mettre dans la bonne situation. Là. Tous les problèmes aussi que j'ai avec son jeu sont quand même faciles à régler. Donc, on en parlait un peu avec Jules. Tu sais, quand tu gagnes une bataille sur le board, des fois, il y a tendance à rester sur la bande à la place de retourner puis de réintégrer le jeu. Fait que là, c'est comme c'est bon, tu as gagné la bataille sur la bande, mais tu sais, ça sert justement à re-rentrer dans le jeu. Fait que décolle le joueur, là, c'est bon, tu peux aller te repositionner, mais ça, c'est des petits trucs que, tu sais, une session, deux sessions avec des coachs LNH dans des équipes pro, ça devrait vraiment se régler. Caden Lindstrom, c'est un autre joueur sur qui vraiment on a fait une analyse pas mal plus en détail que ce que je fais en ce moment. Là, je vous donne des petits résumés, mais on avait fait une analyse complète de Caden Lindstrom. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous irez voir, ils sont tous dans la liste de lecture repêchage 2024. En numéro 7, encore une fois, un choix que je pense qui est très sécuritaire. Est-ce que je pense que ça va être le meilleur défenseur du draft, Sam Dickinson? Non. Mais par contre, je pense que c'est quelqu'un qui, dans toutes les situations, peu importe l'équipe qui le repêche, qui va devenir utile. Je pense que c'est ça qui est vraiment bon, c'est que c'est un défenseur dont toutes les équipes ont besoin. J'aime beaucoup le potentiel deux côtés qui amènent. Donc, Sam Dickinson, encore une fois, des fois on voit des erreurs en défense, des fois on voit des erreurs en offense, mais des deux côtés de la glace, il est très très solide, puis pas juste seulement pour un gars de son âge. Tu sais, globalement, quand tu regardes les défenseurs de la OHL, où est-ce qu'il joue, c'est un défenseur très très solide. Moi, je l'ai mis numéro 7 à cause des joueurs au-dessus de lui, mais ça me surprendrait vraiment pas qu'on le voit sortir plus haut, parce que quand même, tu as un défenseur avec un gros gabarit comme ça, qui patine autant bien que ça, puis en plus, je sais pas si les scouts LNH vont être d'accord avec moi, mais moi je pense que vraiment je le verrais pas être moins bon qu'une deuxième paire LNH. Puis en plus, lui, il a le potentiel de t'amener du jeu
sur tu sais, l'avantage numérique. Est-ce que c'est une garantie qui va pouvoir t'aider là-bas? Non, il y a encore beaucoup de travail à faire en zone offensive, mais il y a ce potentiel-là. Tu sais, c'est pas comme, admettons, un Silayev. Là. Tu dis à quelqu'un, hey, je vais prendre Silayev pour être mon corps arrière sur l'avantage numérique, tu vas te faire regarder bizarre. Si tu dis à quelqu'un, moi, je prends Sam Dickinson pour peut-être pas être le corps arrière, mais pour avoir une présence sur mon avantage numérique, ah, ok, tu vas avoir du travail à faire, mais il y a potentiellement ce potentiel-là. Drôle de phrase. Puis, écoute, j'aime aussi beaucoup son jeu en zone neutre. Ça va avec sa vitesse, son bâton solide. En zone neutre, c'est quelqu'un qui est dangereux, qui arrête le rush. C'est la même chose que j'ai dit avec Lev Shunov. Quelqu'un qui est capable d'arrêter les jeux avant qu'ils partent, donc avant que l'autre équipe rentre dans la zone. C'est super précieux, puis ça permet vraiment de relancer ton attaque aussi. Euh, des deux côtés de la glace, là, moi, je dirais la même chose. C'est énormément de potentiel, mais c'est vraiment. Tu sais, le travail est pas encore fini, mais ça s'en vient vraiment bien, puis je le verrais mal euh, échouer. Là. Tu sais, peut-être devenir un peu moins bon que ce que les projections le mettent, mais je le verrais mal, tu sais, même pas se rendre sur une deuxième paire LNH. Là. Donc, c'est juste le genre de pick que je pense pas que tu vas perdre ta job comme DG, comme recruteur si tu fais ça. Le numéro 8, c'est Tige Eginla. Tige Eginla, écoutez, si vous l'avez vu jouer au match blanc contre rouge, tous les moments où il a fallu qu'il se mette de l'avant puis qu'il montre quel type de joueur il est, à chaque fois il le fait. Il performe super bien sous pression. C'est le type de joueur que tu vas aller chercher pour les séries éliminatoires. Mais pour parler plus de son jeu qui amène sur glace, c'est un joueur, moi j'aime beaucoup les joueurs comme ça, qui amènent de l'énergie directement sur la glace. Dès qu'il entre sur la glace, le jeu bouge, ça avance. Lui, il se donne à fond un excellent moteur. Ça, mélangé avec les skills que Eginla a, ça rend un joueur qui est vraiment dangereux parce que Eginla dépend pas seulement de son énergie. C'est pas seulement un joueur qui va aller déranger. C'est pas un joueur qui va se finir sur ta troisième ligne. Là. C'est un joueur qui va déranger, mais qui en plus a une excellente boîte à outils, là, un toolkit comme on dit. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand tu arrives dans la zone offensive, combien d'outils tu as justement pour t'aider à te rendre devant le filet, pour t'aider à te libérer, de faire un petit peu d'espace, combien tu as d'outils pour t'aider à finir. Donc, il y a des joueurs, admettons qu'à chaque fois, ils vont faire le même petit move avec leurs mains. Ben, eux n'ont pas la boîte à outils la plus remplie. TJ là, c'est vraiment une boîte à outils vraiment, vraiment très, très remplie. Surtout son tir, son back-ender, comme on dit, là, son tir derrière la palette est excellent. Puis plus la saison avançait, plus il en sortait, plus il en créait de nouveaux. Donc, tu sais, quand même un gros aspect créatif là-dedans. Puis on dirait qu'il s'en vient de plus en plus à l'aise ici, de mieux en mieux comment utiliser ces habiletés-là. Puis comme je dis au début, tu sais, cette intensité-là, ce joueur physique-là qui va mettre de la pression mélangée avec une bonne boîte à outils comme ça rend un joueur que tu veux. On dit souvent, tu sais, un joueur qu'on veut en série, mais juste un joueur qu'on veut tout court, là, honnêtement, tu sais, toute la saison. Puis ça va être une machine qui va amener énormément d'énergie à son équipe. Euh, je pense que les petits problèmes que j'ai avec le jeu d'Iguinla, c'est juste de rendre les jeux un tout petit peu plus propres. Écoute, on peut dire ça pour tous les prospects de ce repêchage-là. Tu sais, des petites erreurs, prendre la prise de décision. Ce que j'ai dit que le Chinois faisait bien, Tejigin-là, elle commence à le faire vraiment, vraiment mieux. Là. Encore une fois, on a une amélioration là-dessus, mais tu sais, des fois, c'est comme choisir quand faire tes explosions d'énergie, parce que même quand tu es un joueur avec un excellent moteur, si tu exploses tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, à un moment donné, tu n'en as plus d'énergie. Il n'y a pas de joueur qui peut te faire des chiffres de 6 minutes. Ce n'est pas des boîtes à énergie infinies. Puis aussi, TJ là, la raison aussi pourquoi est-ce qu'il est huitième, puis il n'est pas, admettons, deuxième, malgré toute sa boîte à outils puis tout ça, c'est vraiment, rendu là, c'est quand on tape dans le potentiel. Petit Ginla, je te le vois vraiment comme un joueur qui va être excellent sur ta deuxième ligne, qui va t'amener de l'intensité en série éliminatoire, mais est-ce que le potentiel est autant haut que les autres qui sont un peu plus hauts? Je pense pas. Là. Je pense que quand on regarde, admettons, la liste des tous les joueurs qui sont plus hauts, euh, ont un plus gros potentiel. Après ça, tu pourrais peut-être faire un débat avec Dickinson et Caden Lindstrom, mais c'est les deux qui sont proches de lui. Là, mon choix numéro 9, c'est Ziv Bouillon. Euh, Écoute, il est numéro 9, mais lui aussi, ben, j'ai l'impression que je sais à tous les choix, mais ça a été un joueur qui a été extrêmement difficile
à classer, j'aurais pu le mettre vraiment plus haut, mais j'aime beaucoup les joueurs au-dessus. Puis Ziv Williams, je pense que c'est aussi le facteur de risque, c'est un petit peu plus risqué. Encore un joueur qu'on avait parlé avec David Saint-Louis au podcast d'avant. Ziv Williams, on le voit beaucoup dépendre de sa première passe, fait que ça fait en sorte qu'on le voit beaucoup faire des petites erreurs. On le voit faire des mauvaises passes. On l'a vu un peu en finale NCAA, même s'il a joué un bon match. Des fois, on le voit dans les gros moments faire une passe puis que ça donne vraiment une excellente chance à l'autre équipe. Donc, il va falloir fixer ça un tout petit peu. Mais il y a une super bonne vision du jeu. C'est vraiment bien comment relancer l'attaque. Là. Il y a des super bonnes premières passes, comme on a dit, c'est une de ses spécialités, même si des fois ça marche pas nécessairement comme il veut. Un gros potentiel sur le powerplay. Puis ce qui est le fun avec Ziv Williams, c'est qu'on parle beaucoup de son offense, mais quand on regarde son corps, c'est pour ça que j'avais parlé à Saint-Louis justement de est-ce que c'est un joueur qu'il faut absolument qu'il aille chercher le côté two-way. Puis, oui, on parle beaucoup de son offense, mais c'est un gars qui est quand même massif, qui est capable de faire mal, même si on voudrait le voir un peu plus, tu sais. Il est loin d'être dégueulasse en défense, puis le potentiel défensif aussi est très élevé avec Ziv Williams. Tu ne vas pas le prendre juste pour son attaque. Puis aussi, Denver, c'était pas l'équipe la plus excitante en NCAA. Ils sont rendus super loin. Donc, tu sais, mais je veux dire, quand tu regardes le roster au début de la saison, c'est pas l'équipe qui avait le plus de gros noms. Oui, il y avait des bons joueurs, mais c'est pas l'équipe qui avait le plus de gros noms là, comparé à d'autres équipes. Euh, il manquait un petit peu, puis ça fait qu'ils ont quand même beaucoup dépendu d'Yves Bouillon pour créer de l'attaque, puis il est vraiment rentré là-dedans. Après ça, les erreurs que j'ai dit qu'il faisait, puis que j'explique dans notre podcast, je pense pas que c'est énorme à aller régler. Puis je pense que c'est juste des erreurs aussi qui paraissent très mauvaises parce que c'est des mauvaises passes devant le but. Mais tu sais, une fois que tu enlèves ça, est-ce qu'il y a tant d'autres gros problèmes? Il y en a, mais pas des temps euh, énormes que ça. Fait que Ziv Bouillum, c'est un joueur. Je l'ai mis 9e, mais il aurait vraiment pu être plus haut. Là. Je pense que quand on rentre dans le rang 6, 7, 8, 9, c'est des joueurs que j'aurais été correct de quand même changer. Mon dernier, mon 10e, c'est Beckett Seneca. Beckett Seneca, un autre joueur qui a explosé en série éliminatoire, qui a vraiment montré qu'une équipe pouvait dépendre de lui en série. Euh, il y a un build incroyable avec ses mains. Bon, des fois, le problème avec Beckett Seneca, c'est que son jeu est encore un peu awkward, mais c'est normal pour un joueur qui a pris beaucoup de taille. Euh, c'est normal que le jeu soit pas encore parfait, puis que des fois, tu sais, on regarde son coup de patin, puis son contrôle de rondelle. C'est pas mauvais, mais c'est juste un peu weird. Tu sais, c'est pas encore comme. Il skate pas comme tu verrais un joueur pro skater. Donc, il va avoir ces trucs-là à travailler, mais s'il rentre là-dedans, ça devient un allié super dangereux qui a des. Juste ce build-là, ça veut dire que tu peux utiliser ton corps pour te créer de l'espace, pour rentrer dans la zone, un peu pousser les autres joueurs, euh, puis en même temps mélanger avec des mains incroyables. Il sait vraiment comment se faire un chemin devant le but, puis une fois qu'il voit le chemin, il est vraiment très difficile. À arrêter, des mains super rapides. J'ai beaucoup aimé sa créativité sur le power play. C'est pas tout le temps le même jeu. Puis c'est un joueur super versatile. On l'a vu jouer plusieurs rôles cette saison. Puis je pense que il y a une saison incroyable. Il a beaucoup monté dans toutes les listes. Puis ses performances en série éliminatoire, c'est vraiment ça qui l'ont cloué. En tout cas, pour moi, c'est ce qui l'ont cloué vraiment dans le top 10. C'est l'intensité que je voulais voir, les performances que je voulais voir. Un peu plus un projet que les autres, j'ai l'impression, à cause des problèmes avec justement comment est-ce qu'il tient la rondelle, puis comment est-ce qu'il patine, que j'ai dit. Mais je pense que c'est un projet vraiment que je prendrais. Puis un projet qui a le potentiel de vraiment donner une grosse récompense si jamais ça réussit. Puis écoute, un truc, des fois, je trouve qu'il perd la rondelle un tout petit peu trop facilement. Mais encore une fois, là, ça va avec tous les espoirs, là, que ce soit repêchage de la GMQ, repêchage LNH. Il en reste à apprendre, puis ça, c'est des trucs qui se travaillent. Là, comment tenir ton bâton un tout petit peu plus solidement. Fait que c'est ça qui conclut mon top 10. Avant de vous présenter le style potentiel du draft, je ne vais pas le faire je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que j'ai des choses à vous présenter, puis on est déjà à 30 minutes. Je voulais donner mes quelques mentions honorables. Donc déjà, Nygaard, parce que c'est un joueur qui a déjà le build d'un gars LNH qui est impliqué des deux côtés de la patinoire. Fait que je vois pas un monde où ce gars-là se rend pas à la LNH. C'est juste que
mélangé avec comparé au potentiel des 10 que j'ai mis dans ma liste. Il a juste pas fait, mais il aurait vraiment pu changer avec Beckett Sineka. J'ai hésité pas mal, mais je l'aime beaucoup. Silayev, un monstre défensif, je pense que ça va être un des meilleurs défenseurs défensifs de la QV, mais le manque de vision, moi, me fait mettre derrière les autres. Écoute, c'est juste un joueur qui va beaucoup dépendre de ses habiletés. Après, c'est un joueur que la valeur d'un joueur comme ça dans une équipe est énorme, mais quand on fait un top 10 des meilleurs prospects du repêchage, les plus excitants, ceux avec le plus de potentiel, moi, il ne rentre pas totalement là-dedans. Par contre, dans un mock draft, je suis pas mal sûr qu'il serait dans le top 10. Puis sinon, un autre projet, Yakemchuk, on a fait une analyse dessus. Je l'aime beaucoup, c'est juste que c'est beaucoup plus risqué que les joueurs que j'ai mis dans le top 10, mais son potentiel offensif est énorme. Et puis, encore un joueur qui a un build incroyable. Il pourrait finalement, si on développe bien son jeu, l'équipe qui va prendre le projet à Yakemchuk, s'il le développe bien, il pourrait devenir quelqu'un qui fait extrêmement mal défensivement avec un esprit offensif incroyable. Donc, vraiment hâte de voir ça. Sinon, le steal potentiel, j'en ai 2 autres à vous présenter avec mes partenaires, mais moi, je vais vous présenter le mien. Mon coup de cœur du repêchage cette année, c'est Yegor Sorin. Le même avertissement à propos de la MHL que j'ai fait pour Demidov au début s'applique encore ici. C'est pas la ligue avec laquelle je suis le plus familier. Je connais pas trop les niveaux de jeu. Je sais que c'est plus bas. Mais Yegor Sorin, pourquoi? Ben déjà, j'aime sa mobilité pour un allié de 6 pieds 1. J'aime qu'il soit intense. Son skating n'est pas parfait, mais je le trouve vraiment très solide, de niveau pro. Et j'aime beaucoup son placement. J'aime beaucoup, en fait, sa prise de décision. Quand ça vient à tout, sauf les pénalités, là, c'est quelqu'un qui perd, qui perd son... On se dit qui s'impatiente trop vite, qui prend des mauvaises décisions en termes de pénalités. Mais quand on parle de jeu en zone offensive, en zone défensive, je trouve qu'il se place super bien pour tout le temps aider son équipe. Puis, c'est vraiment le type de joueur que je trouve qui change bien entre le F1, F2, F3, qui peut remplir beaucoup de rôles pour toi autour de la patinoire. Donc, tu sais, vraiment un peu un couteau suisse, quelqu'un qui est utile partout. Est-ce que je le vois comme le joueur qui a le plus gros potentiel du repêchage? Vraiment pas, mais je pense que ça pourrait être un joueur qui devient extrêmement utile dans une équipe qui compétitionne. Puis, tu sais, avoir un joueur comme ça dans potentiellement la 2e ou 3e ronde, ça peut être tout un choix pour une des équipes. Sinon, j'aimerais juste le voir un petit peu plus impliqué, peut-être à la Caden Lindstrom sur la bande, là, tu sais, quelqu'un qui allait utiliser, tu sais, si tu fais 6 pieds 1, t'es gros, t'es physique, tu peux aller frapper un peu plus sur la bande. Je vois pas beaucoup, j'ai pas vu beaucoup de son tir dans les visionnements que j'ai fait, donc je peux pas trop m'avancer là-dessus. David Saint-Louis me parlait de comment il y a eu des problèmes de la pression est un peu plus montée sur lui, il a un peu moins performé dans les séries éliminatoires, donc ça peut être un autre problème à regarder qui pourrait refroidir quelques équipes. Puis j'aimerais beaucoup le voir plus attaquer le milieu de la patinoire. Donc souvent, quand son équipe attaque, mais c'est pas lui le centre de l'attaque, il va vraiment bien se placer, mais quand c'est lui qui rentre avec la rondelle, souvent c'est sur les côtés. Mais encore une fois, quand tu es quelqu'un avec un gros gabarit de 6 pieds 1, une fois de temps en temps, il faut devoir rentrer en plein milieu de la patinoire, là. Surtout si tu veux réussir à un niveau plus haut. Il faut que tu sois capable de voir ces ouvertures-là au milieu de la patinoire parce que c'est vraiment une des meilleures façons d'aller marquer des buts. Quand tu vois que l'autre équipe te donne un trou au milieu de la patinoire, il faut être capable de capitaliser. Fait que, écoute, un joueur avec beaucoup de petits retouchements à faire, mais qui a un potentiel incroyable. Maintenant, j'ai 2 invités spéciaux qui m'ont enregistré des vidéos pour vous présenter des joueurs un peu moins connus du repêchage. Donc, je laisse partir ça. En premier, j'ai Brisé la glace. Si vous écoutez le podcast, c'est un de mes podcasts préférés sur les espoirs du repêchage. Il fait des mocks, il fait des rangs. Tous ces liens sont dans la description. Il vous a fait une vidéo sur un joueur peu connu du repêchage. Donc, Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me servir de la tribune de Dans le Mille pour vous parler d'un espoir que j'affectionne particulièrement, Stian Solberg. Défenseur gaucher, 6 pieds 2 pouces, 201 livres, évoluant en Norvège et qui joue avec
extrême violence. J'y reviens. Solberg était peut-être un nom qui vous était inconnu jusqu'à tout récemment, puis c'est normal. Sans dire qu'il passait sous le radar, il attirait pas particulièrement l'attention, dû au fait que c'est pas le joueur qui amasse le plus de points, mais aussi en raison des ligues dans lesquelles il a joué cette saison. Il joue présentement dans la Ligue pour Monsieur en Norvège, une ligue suivie par peu d'amateurs nord-américains, on va se le dire, mais où il jouait quand même entre 18 et 22 minutes par match, c'est pas rien. Il a aussi joué au championnat junior des moins de 20 ans à l'hiver dernier, mais disons que d'être un défenseur de 17-18 ans pour la Norvège dans ce tournoi-là, ben c'est pas le scénario le plus favorable non plus. Mais il a commencé à attirer de plus en plus de regards grâce à sa brillante performance en série en Norvège, 9 points en 17 parties. Son équipe a d'ailleurs atteint la finale. Il a ensuite représenté son pays au championnat mondial, puis je crois que c'est là qu'il a vraiment été mis sur la carte. Lui qui jouait dans un rôle de premier plan et jouait entre 22 et 24 minutes en moyenne pour la Norvège et qui a également compté un but contre le Canada. Sa progression en fin de saison a vraiment été fulgurante. On parlait initialement de lui comme étant un choix de 3-4e ronde, mais depuis avril, il commence à percer la plupart des top 50 publics, voire même top 30, et plusieurs l'ont même autour du 20-25e rang, faisant de lui possiblement le 7e défenseur le plus attrayant de cette cuvée après le Big Six. Elite Prospects l'ont d'ailleurs classé 20e dans leur liste finale. Ma liste finale, quant à moi, n'est pas encore sortie, mais il devrait être dans ces eaux-là. Mais qu'est-ce qui fait de Solberg un joueur spécial? Bien, évidemment, sa robustesse. J'en parlais d'entrée de jeu. Il est possiblement le joueur le plus robuste de toute la cuvée. Non seulement il est très solide, mais il cherche cette violence, même contre des hommes. C'est un style de jeu physique très old school, je dirais, avec des plaqués même à la ligne bleue offensive, comme le faisait Cronwall dans le temps, puis avec beaucoup de reverse hits, puis je dois dire que j'éclate de rire à chaque fois que je le vois faire ça. Du pur bonheur. Il a pas peur de jeter les gants non plus. Toutefois, ce qui fait qu'il a beaucoup monté dans les listes, c'est qu'il montre d'excellents flashs offensifs également. C'est un excellent patineur, puis il n'y a pas de mauvaise main non plus. Il a un sens du jeu qui montre une belle progression, puis il a un excellent lancer de la pointe. Donc non seulement il est en mesure d'appuyer l'attaque avec ces outils-là, mais il y a aussi une belle menace à la ligne bleue offensive lorsque la pression est déjà installée. Je crois pas qu'il va devenir un défenseur numéro 1 ou un quelconque play driver, mais un peu comme Arber Xhekaj, je crois que ça va être au minimum un 6-7e défenseur, excessivement robuste, solide défensivement, capable de noircir la feuille de pointage au besoin, puis un joueur essentiel en série. Mais grâce à son excellente mobilité et à son sens du jeu qui commence à très bien se développer, j'aime bien penser qu'il pourra, dans le meilleur des mondes, jouer sur une deuxième voire même une première paire aux côtés d'un défenseur plus offensif. Dans leur guide du repêchage, Elite Prospects classe Solberg numéro 1 pour les joueurs les plus robustes de la QV et 5e meilleur shutdown defenseman devant Sam Dickinson. Ils disent de Solberg que le point tournant dans leur évaluation de lui, c'est le match contre la Tchéquie lors du championnat du monde, où il était simplement dominant physiquement. De jouer avec une telle maturité dans son jeu à 18 ans au championnat du monde était en effet vraiment impressionnant. Évidemment, à 6 pieds 2 pouces, c'est pas le plus gros, mais comme disent Elite Prospects, il n'y a aucun défenseur plus intimidant que Solberg dans cette cuvée. Puis c'est la tendance dans la LNH, des gros défenseurs, robustes, fiables défensivement, mais surtout très mobiles. Même si son plafond n'est pas aussi élevé que d'autres défenseurs dans ces rangs-là, je pense notamment à Henry Muse et compagnie, son plancher est parmi les plus élevés et sa certitude d'avoir un impact dans la LNH est très bonne. Je m'attends donc de le voir sortir très tôt lors du repêchage. Dans mon plus récent mock draft, je l'ai fait sortir au 19e rang par Vegas. Je m'attends sincèrement de le voir sortir entre 15 et 25 le 28 juin prochain. Gardez un œil là-dessus. Stian Solberg. Donc, écoutez, merci à Briser la glace. Un podcast excellent, comme j'ai dit, puis Stian Solberg à garder parce que vraiment, selon les trends un peu qu'on a eu dans les dernières années, ça pourrait vraiment être un joueur qui sort tellement tôt qu'on se fait « Oh, wow, je m'attendais pas à le voir là ». Puis pour une équipe comme Vegas, comme où est-ce qu'il l'a mis, ça pourrait être parfait parce que c'est un joueur qui pourrait être prêt relativement rapidement pour la LNH, même si c'est pas le plus haut potentiel. Puis vous avez vu quand même la petite vision de jeu qu'il a grâce au clip super bien monté. C'est vraiment tout un prospect. Puis comme Vegas a dit,
c'est vraiment un des planchers. Le plancher est super intéressant, donc un pick pas trop risqué. Maintenant, je vous présente le joueur de la première ronde, donc sur X, sur YouTube. Encore une fois, les liens sont dans la bio qui vous présente un autre joueur peu connu du... Pour la première ronde, aujourd'hui, je tenais à vous parler d'un défenseur que j'affectionne particulièrement. Un de mes coups de cœur pour le repêchage 2024, c'est le défenseur Adam Kleber des Stars de Lincoln de la USHL. Kleber, c'est pas nécessairement le joueur qui fait le plus parler de lui pour la prochaine QV. En fait, la plupart des observateurs le classent quelque part en deuxième ronde. Je pense notamment à Elite Prospect qui l'ont au 45e rang. Pour ma part, je l'ai au 18e rang. Pourquoi? Parce que je crois que c'est un défenseur qui est taillé sur mesure pour les séries éliminatoires de la Ligue nationale et qui sera très efficace lorsque le jeu se resserrera. De plus, il va poursuivre son développement à l'Université Minnesota Duluth, donc qui est un très bon programme. Donc je crois que sa courbe de progression devrait être adéquate et il devrait avoir un bon développement pour parfaire ses habiletés dans la NCAA. Donc d'abord, Kleber, si on résume en quelques points, c'est un défenseur de 6 pieds 5, 207 livres, défenseur droitier. Donc c'est un prototype de défenseur qui est très très rare que les équipes recherchent. Il est né le 24 mars 2006, donc qui est assez jeune pour cette cuvée de repêchage. C'est un défenseur mobile, malgré son bon gabarit, très très mobile, notamment en ligne droite et à reculons. Pas nécessairement le plus fluide pour des déplacements latéraux, mais ça va venir justement à la fin de l'année, ça commençait déjà à s'être amélioré. Au niveau offensif, on ne parle pas d'une machine offensive. La preuve, c'est qu'il y a eu 26 points en 56 matchs cette saison. Fait que c'est pas des statistiques ronflantes. Mais j'anticipe qu'il pourrait avoir une progression un petit peu à la Brock Faber qu'il avait eu. Donc, à son année de repêchage en 2020, Faber n'avait pas tout cassé offensivement, mais au cours de son stage universitaire, ça s'était amélioré. Et aujourd'hui, il y a un défenseur qui est beaucoup plus habile offensivement. Donc, j'anticipe que Kleber pourrait avoir le même genre de courbe de progression que Brock Faber. Donc, Kleber avec la rondelle, des jeux simples, des passes simples, des passes efficaces qui font progresser le jeu vers l'avant. Un bon lancer aussi qui est capable de décocher de la pointe. Cette année, on l'utilisait sur une deuxième vague de jeux de puissance. Faisait des jeux simples, remettait à gauche, remettait à droite, était capable de lancer au filet, prenait des bons lancers bas qui souvent occasionnaient des bonnes chances de marquer. Mais c'est jamais rien d'extraordinaire. C'est pas un défenseur qui est flashy offensivement. Mais défensivement, il est gros, il est fort, il est imposant pour les attaquants adverses et il a un bon contrôle de son gap. Donc, ça veut dire qu'il va restreindre le temps et l'espace des joueurs adverses qui essaient de pénétrer dans sa zone. Devant le but, il est menaçant, donc il donne beaucoup de coups de bâton, de cross-check. C'est pas le fun d'être devant le but lorsqu'il est présent en défensive. Donc Kleber, un défenseur que j'adore, pas nécessairement celui qui va faire des montées à l'emporte-pièce à la Zane Tarek par exemple, mais qui va être ultra efficace lorsque viendra le temps des séries éliminatoires. Et Kleber pourrait être une cible justement des Canadiens au 26e rang le 28 juin prochain. Donc, écoutez, Kleber, pas le pick le plus excitant, mais un joueur dont toutes les équipes pourraient bénéficier. On a besoin de grands défenseurs solides, autant que de défenseurs offensifs qui vont amener du flash. Donc, écoutez, merci beaucoup à la première ronde. Encore une fois, Briser la glace, c'est la première ronde. Les deux qui ont fait les vidéos, toutes les infos sont dans la description. J'ai tous mis leurs liens. Allez voir ça, c'est tout le temps du contenu de qualité. Puis écoute, je finis cette semaine en vous annonçant que finalement, il y aura un dernier épisode. Ce ne sera pas nécessairement un épisode traditionnel. On fait un mock draft avec la première ronde et un autre de ses partenaires. Donc, j'étais supposé finir avec le top 10. C'était ça notre contenu du repêchage. Mais finalement, j'ai parlé avec Alex de la première ronde. Et puis, on va vous sortir ça dans la semaine avant le repêchage. Donc, c'est comme ça qu'on va finir la saison Dans le Mille. Mais sur ça, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, écoutez, vu que l'autre fois, on va être les trois ensemble, je permets quand même de vous remercier pour une autre saison de complète. J'ai déjà hâte d'être de retour avec des invités, avec Jules, en septembre prochain. Puis j'ai hâte, dans le court terme, de vous présenter l'épisode spécial sur notre mock draft pour bien finir la saison. Bonne soirée tout le monde.